Le premier moment consacré aux aspects techniques de ces projets qui sont compliqués à gérer parce que leur milieu est pas forcément facile pour plein de raisons. Et je vais commencer avec vous, Christian Lannes, le projet de la Tour First. Donc peut-être resituez-nous ce projet et expliquez-nous en quelques traits quelles ont été les difficultés techniques de ce projet qui est un projet de réhabilitation, de reconversion. Exactement. Donc je vais essayer de faire simple. Puisque le projet était quand même extrêmement complexe. Il s'agit de la restructuration d'une tour des années 70, ex-tour AXA, en un nouveau projet qui s'appelle First, et qui a consisté à la surélever d'une cinquantaine de mètres, à l'épaissir, donc et à augmenter évidemment sa surface constructible, qui fait que tout mis bout à bout, on a rajouté 20 000 tonnes de poids supplémentaires sur la tour. On les a rajoutés de manière dissymétrique puisque cette tour est constituée de 3 ailes. On a écrété fortement l'une des 3 ailes et rehaussé les autres, ce qui fait que ça a déplacé son centre de gravité et généré un certain nombre de problématiques. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet. Et la principale difficulté a été d'assembler l'ensemble des tâches qu'il y avait réalisées en un minimum de temps, donc sur des innombrables quantités de chantiers qui se sont superposés verticalement et qui ont généré des problèmes de phasage dont on reparlera tout à l'heure. Marc Barani, même question, les aspects techniques, un petit peu la description du milieu, où se situe ce pôle multimodal, le terrain, comment était-il, et quelles ont été les premières difficultés qui sont apparues comme ça, sur ce chantier? Il y avait deux difficultés majeures, je pense, qu'on peut regrouper dans la difficulté du site lui-même, puisque Nice est une ville très contrainte, et qui a eu une grosse difficulté pour trouver 3,5 hectares pour pouvoir faire un centre de maintenance. Et sans centre de maintenance, il n'y a pas de tramway. Donc dans le programme, il y avait plusieurs choses, il faut le préciser. Oui, il y a un centre de maintenance, il y avait un bâtiment de bureau, un parking relais, des commerces et puis un équipement socio-culturel sur le toit. Donc on est très vite arrivé à chercher avec le maître d'ouvrage un site et à s'implanter dans un site qui a priori n'était pas prévu pour. Donc un nœud autoroutier au pied de grandes barres d'immeubles et en pied de colline, donc un site extrêmement contraint. Et puis le deuxième sujet qui est peut-être plus général et qui peut intéresser aussi tout ce qui se passe aujourd'hui autour des transports, c'est la différence de culture, parce qu'il y avait 2 maîtrises d'œuvre, donc une maîtrise d'œuvre bâtiment qui était assurée par notre atelier et assistée des bureaux d'études techniques, et puis une maîtrise d'œuvre infrastructure, puisque le tramway pénétrait, c'était un centre de maintenance pour partie, le projet pénétrait à l'intérieur du projet. Donc cette qualité d'hybridation qu'on recherche aujourd'hui, puisqu'on parle de complexité plutôt que d'hostilité, nous c'est le terme de complexité qu'on conviendrait mieux au site, cette hybridation qu'on recherche, elle a des impacts très lourds sur la conception et la réalisation, pour faire simple, le tramway c'est plutôt des infrastructures industrielles, c'est des process industriels, les rails, les lignes aériennes de contact, les machines qui sont dédiées au fonctionnement et à la réparation des tramways. Et puis nous on est en bâtiment, et en bâtiment c'est des prototypes à chaque fois. Donc comment ajuster ces deux modes de pensée avec des manières de travailler très très différentes. Nous, quand on travaillait à l'échelle du 20e, pour parler plus précisément, on avait des documents au 200e sur l'accroche des lignes aériennes de contact. Donc une très très grosse difficulté à arriver à mettre en phase nos manières d'avancer, la précision qu'on exigeait comme architecte sur ce projet et en des délais toujours. Donc il a fallu travailler à des méthodes de communication entre ces deux mondes que sont le monde de l'infrastructure et le monde de l'architecture. Mais là, ça s'est redoublé d'une compréhension des exigences et des contraintes des autres qu'on ne connaissait pas en temps réel. Donc c'est un sujet, je pense, qu'on va retrouver un peu partout aujourd'hui, dans la mesure où on parle des transports et que aujourd'hui, en tous les cas, les transports sont susceptibles de restructurer les villes. Ce qui fait notre capacité, c'est la capacité à organiser toutes ces contraintes en 3 dimensions. Là, effectivement, c'est un savoir-faire que les architectes possèdent naturellement, je dirais, puisque c'est leur formation qui les pousse à ça. Donc, on a travaillé à partir de modèles 3D, on a été obligé pendant le chantier de fabriquer des bouts de maquettes pour que les gens puissent se repérer. C'était très complexe, on communiquait avec des maquettes et des modèles 3D pour que tout le monde visualise la même chose.
Ce problème, entre guillemets, de communication, en tout cas ces échanges qu'il a fallu optimiser, il a fallu trouver des solutions pour les optimiser, Thierry Bosquet, vous avez retrouvé ce type de problématique évoqué Marc Varani à l'instant, par exemple sur le pôle de Massy, RATP de Massy, ce sont des choses c'est deux cultures, hein, on parle de culture d'infrastructure, de culture d'architecture. Est-ce que c'est des choses que vous vivez, vous, en tant qu'architecte de formation, oui, à la RATP? Travaillant à la RATP depuis pas mal d'années, je connais un petit peu toute la problématique des installations RATP. Non, le pôle de Massy, ce qui était difficile, c'est au niveau de l'environnement. Nous sommes dans un faisceau de voies de 250 mètres de large. Donc l'objectif du projet était de franchir ce faisceau de voies pour relier à la fois le RER B et le RER C et de mettre en correspondance avec la ligne TGV également. Donc là, il y a une problématique technique très importante, c'est de pouvoir fonder les piles de cet ouvrage d'art. Donc difficile sur des voies assez contraintes et en exploitation. L'autre difficulté, c'est que c'est un projet en co-maîtrise d'ouvrage, qui est à la fois avec une maîtrise d'ouvrage RATP, RFF, SNCF et la ville de Massy. Donc chaque entreprise a sa propre culture, il faut s'adapter à la culture des autres. C'est ça qui était également difficile. On avait le côté technique et culturel. On avait moins de problèmes de maîtrise d'œuvre parce qu'on a les mêmes cultures ferroviaires. Aussi bien qu'on soit SNCF, RFF ou RATP, on a un petit peu les mêmes problèmes au niveau de maîtrise d'œuvre. Donc là, il n'y avait pas de grosses difficultés. Christophe Delage, construire au sommet, ou presque en tout cas proche du sommet du Mont Blanc, là on a une difficulté qu'on a envie de qualifier de technique. Est-ce que c'est compliqué? Quelle a été votre appréhension dans la conception et dans l'organisation du chantier de ce refuge du Goûter? Donc le contexte, on est à 3800 mètres sur un terrain gelé. Toute l'année. Il y a un pergélisol de 70 mètres à peu près, sur une profondeur de 70 mètres. Et on considère une couche active entre gel-dégel sur 4 mètres de profondeur. On ne peut aller là-bas qu'en hélicoptère. Donc on a une gestion aussi de problématiques sonores et un peu urbaines. Donc en termes de l'héliportage, on est à peu près à 1400 rotations, estimé à 1400 rotations. Ça demande une organisation locale plus bas, ce qu'on appelle une DZ, une drop zone de départ, et une zone de réception de tous les matériaux. Alors effectivement, on sort du contexte urbain du projet classique d'architecture et puis de ville. On est plus face à une problématique d'environnement et de contraintes de terrain qui sont très particulières. Une des majeures contraintes de la montagne, c'est les intempéries. Et puis le fait qu'on ne peut pas tout faire dans le bâtiment, on ne peut pas tout construire avec des températures qui descendent à partir d'une certaine température. On ne peut plus, à partir de -5, ça commence à devenir plus possible. L'autre phénomène, c'est l'altitude, parce que ce n'est pas non plus facile de construire en altitude. On n'a pas forcément toute sa tête, on perd nos moyens en tant qu'être humain, on est plus limité à construire à 4000 mètres. Donc du coup, ça demande des rotations sur les équipes plus importantes, des choses comme ça? Absolument, absolument. On a des équipes très spécialisées. Tout le monde ne peut pas les construire en montagne. Ça demande à avoir une culture d'alpiniste déjà. En revanche, ce qui est très important, c'est ne pas perdre de temps et ne pas croire qu'on est en avance parce qu'on a gagné une semaine sur le planning. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un coup de mauvais temps qui dure et qui empêche toute avancée du chantier. Le site en lui-même, donc c'était une énorme barrière rocheuse qui représente un barrage. Ce qui explique la forme du bâtiment? Alors voilà, on en arrive à la conception même du projet qui est de forme ovoïde. Nous sommes installés perpendiculaires à l'arête sur un apron pour dégager les façades, les grandes façades déjà, pour favoriser les effets venturi et éviter d'avoir des accumulations de neige trop importantes à l'arrière. On reparlait du poids tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très important parce qu'on est passé en ossature bois, on a des fibres bois. Évidemment, on a une contrainte de travailler en sec pour éviter de ramener le maximum d'eau sur place et de limiter au maximum le poids. On est donc sur une forme géométrique assez, j'allais dire, pertinente, assez rigoureuse et en préfabrication. On fabrique au maximum pour gagner justement du temps et gagner en efficacité sur place, éviter de réfléchir finalement sur place. On amène les éléments qu'on monte. C'est un montage. C'est un montage spécialisé, mais un montage. Donc toute la complexité est de trouver, en termes de dessin, de limiter les pièces différentes.